Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Hashish, chanvre et cannabis, l'éternel retour. Médecine à travers les siècles. Collection dirigée par le Dr Xavier Rio. L'objectif de cette collection est de constituer une histoire grand public de la médecine ainsi que de ses acteurs plus ou moins connus, de l'Antiquité à nos jours. Si elle se veut un hommage à ceux qui ont contribué au progrès de l'humanité, elle ne néglige pas pour autant les zones d'ombre ou les dérives de la science médicale. C'est en ce sens que, conformément à ce que devrait être l'enseignement de l'histoire, elle ambitionne une vision globale et non partielle ou partiale comme cela est trop souvent le cas. Déjà paru. Xavier Rio, dentiste héroïque de la Seconde Guerre mondiale, 2011. Marie Franchiset, le chirurgien dentiste dans le cinéma et la littérature du XXe siècle, 2011. André Fabre, de grands médecins méconnus, 2010. Xavier Rio, odontologie médico-légale, entre histoire et archéologie, 2010. Dominique Lenaine, Léonard de Vinci, un anatomiste visionnaire, 2010. Xavier Rio, histoire de la médecine dentaire, 2010. Xavier Rio, pionnier de la chirurgie maxillofaciale, 1914 à 1918, 2010. Clément David, hygiène bucco-dentaire du XVIIe au XIXe siècle en France, 2010. Henri Lamandin, investigation et expérimentation en odontologie, 40 années de recherche, 2009. Rosen Henaffamadec, enquête médico-légale sur le naufrage du HL Hunley, 1864, 2009. Henri Morgenstern, les dentistes français au XIXe siècle, 2009. Henri Lamandin, historique de l'odontostomatologie du sport en France, 2009. Xavier Rio, quand la dent mène l'enquête, 2008. André Fabre. Hashish, chanvre et cannabis, l'éternel retour. Préambule du Dr Xavier Rio. Préface du professeur Jean-Paul Tillement. Du même auteur. De grands médecins méconnus, l'Harmattan édition. Collection Médecine à travers les siècles, Paris 2011. Copyright l'Harmattan, 2011. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978-2-296-55-478-8. EAN 9 782 296 554 788. Préambule. Le hashish ou comment appréhender les lueurs et le faste du monde oriental? Cela évoque souvent un retour vers les contes des Mille et une nuits. Car c'est de là que tout est parti. Ces hommes enturbanés allongés sur leurs coussins et fumant la pipe tout en devisant, nous rappellent ces grandes fumeries où de malheureux anonymes venaient chercher l'oubli dans un périple vers l'inconnu, démontrant ainsi que l'usage de cette substance a toujours concerné toutes les classes. Sans oublier l'expédition d'Égypte de Bonaparte, qui a ramené ce produit sur le continent européen. Il y a fort à parier qu'il y serait parvenu quand même, et que cette mission n'a joué qu'un rôle de catalyseur. Depuis les palais des grands émirs arabes jusqu'à notre monde contemporain, une culture cannabinique a vu ainsi le jour et a proliféré au point que de nombreux écrivains y font référence pour décrire leurs plongées respectives dans le monde des abysses. André Fabre, avec le dynamisme qui le caractérise si bien, nous emmène dans un long voyage rétrospectif à la découverte de cette imagerie populaire. Il n'oublie pas non plus de poser les questions qui dérangent et de placer son propos sur un plan philosophique, voire éthique, car de cette consommation, il ne faut pas l'oublier, découle souvent la dépendance d'une part, la délinquance quelquefois puisque c'est un loisir onéreux, et enfin à un échelon supérieur, la mort. Avec la lucidité et l'objectivité qui l'animent au quotidien, André Fabre livre un récit historique complet et dense, depuis les temps antédiluviens jusqu'à notre époque, puisque le chanvre est très présent dans le monde de la nuit et de la fête de nos jours, et que ces périodes de crise rendent véritablement urgent chez certains la quête du rêve artificiel. De plus, le débat concernant sa légalisation est toujours d'actualité,
ce qui implique une absorption si régulière qu'elle en est devenue banale. Alors, pour ou contre ? À mon sens, l'auteur nous fournit des éléments de réponse qui sont plus qu'appréciables. Xavier Rio. Docteur en chirurgie dentaire. Docteur en épistémologie, histoire des sciences et des techniques. Lauréat et membre associé national de l'Académie nationale de chirurgie dentaire. Préface. La consommation de cannabis est en forte augmentation. Les Français en sont parmi les premiers, sinon les premiers utilisateurs. Ils ont des excuses puisqu'on leur propose de s'en procurer facilement, de le produire eux-mêmes et différentes façons d'augmenter ses effets. On leur assure aussi qu'il n'y a pas de danger. En revanche, les multiples mises en garde, la description des troubles somatiques et psychiques graves souvent irréversibles qu'ils provoquent ne semble pas émouvoir, ni même inquiéter ceux qui s'y adonnent, confortés il est vrai, dans leur choix, par de nombreux relais complaisants, choix de jeunesse à respecter, interdiction d'interdire, liberté de chacun, échec des mesures répressives, pragmatisme apparent d'une solution d'apaisement allant de la dépénalisation à sa commercialisation, positions qui ne sont pas toujours des apostrophes, ailleurs indemnes d'arrière-pensée. En face, des associations de parents, de proches, de toxicomanes qui constatent les dégâts au quotidien, et pratiquement tous les corps de santé s'insurgent, malheureusement dans la plus grande indifférence, sans relais par les grands courants d'opinion. Les zélateurs invoquent même des effets analgésiques. En effet, il plaît aux malades souvent atteints du sida, en référence aux observations d'il y a 20 ans, de dire qu'ils seraient sans danger. Voir. Les choses ont changé, les doses reçues aussi. Le cannabis d'aujourd'hui n'a plus rien de commun avec le produit d'il y a 20 ans. Il est environ 20 fois plus actif et plus toxique. Il provoque des lésions irréversibles et casse définitivement les adolescents qui le choisissent. On comprend donc la réaction de l'auteur, pédiatre qui a eu à connaître ces intoxications, et parfois les tragédies qui en ont résulté. Mais notre ami est aussi historien. La question qu'il posait, comment en est-on arrivé là ? Il interroge l'histoire, les émergences successives du cannabis, la façon dont les gouvernants l'ont maîtrisé. Nul doute que ces conclusions sont d'actualité. Les Scythes ont utilisé cette substance, probablement avant l'opium. L'utilisation en a été bien codifiée. C'était une récompense de guerrier vainqueur, une façon de dépasser la tristesse d'un deuil, de faire la fête. Il n'y avait pas de consommation chronique. Les graines étaient jetées sur des pierres chauffées au rouge, dont on respirait les vapeurs. Ces graines contenaient peu de principes actifs, le tétrahydrocannabinol. Les effets ont donc été probablement limités. L'Antiquité a tenté d'en faire un médicament, petit antalgique utile dans les otalgies, sans autre indication, ce qui semble bien réduit, ou anesthésique local en application dans les brûlures, avec déjà des effets indésirables à dose élevée, comme des maux de tête, des troubles digestifs, une déshydratation et des altérations de la puissance sexuelle. Le cannabisme, s'il a existé à cette époque, est resté marginal et peu favorisé. Parallèlement, le vin et l'opium ont été largement diffusés. L'auteur suggère que les anciens redoutaient par-dessus tout de voir arriver chez eux le cannabisme. À méditer. Au Xe siècle, tout change avec l'arrivée du hashish apporté par le monde arabe. C'est l'époque du cannabisme qui est peut-être le substitut de l'interdiction coranique de l'alcool et du vin. Autre étape importante, on découvre que les feuilles sont beaucoup plus actives que les graines. Les doses augmentent donc. On loue l'étrange apaisement du cannabis. Pourtant, il n'est pas qu'un calmant. La légende des hashichins en apporte la démonstration. Par une véritable manipulation mentale, un traitement préliminaire rend le drogué incapable de discernement et en totale soumission aux ordres donnés, qu'il s'agisse de donner la mort ou de se la donner. Guerriers farouches mais aussi tueurs. Sont-ils les premiers assassins ? La question est posée. La filiation des mots est troublante. Elle n'est pas du goût de tout le monde. La vogue du hashish devient si importante que les autorités civiles et religieuses en interdisent l'usage, l'assortissant de peines sévères. On punit par exemple en arrachant des dents. Le cannabisme est devenu en Égypte la cause principale d'internement psychiatrique au Caire au XVIIIe siècle. L'Europe et la France sont alors encore épargnées. L'entrée du cannabis dans notre pays correspond à la campagne d'Égypte. Pourtant,
Bonaparte, victime d'un agresseur bourré de hashish, l'avait malmené et il en avait aussitôt interdit l'usage, la détention, la culture et la commercialisation. Mais rapidement, le cannabis est adopté par les milieux littéraires et artistiques. La confiture verte est au menu des grands écrivains emmenés par Moreau de Tours. Les descriptions précises des hallucinations sont relatées. Passage de l'horreur à l'extase et de l'extase à l'horreur. C'est un futur prix Nobel, Charles Richet, qui porte un coup décisif à ces déviations. Parallèlement, l'intérêt médical supposé du cannabis s'effondre. L'ouvrage se poursuit par une analyse rigoureuse de la situation actuelle en France et dans le monde. L'auteur décrit la sensibilité particulière des adolescents, le colportage des idées fausses, le danger de maladies neurologiques et cardiovasculaires graves, l'absence d'application de la loi. Il plaide pour une information objective et massive des risques encourus. Ce livre a le mérite de montrer que le cannabisme n'est pas nouveau, mais que jusqu'à présent, il a été maîtrisé. Il montre aussi que les plants et la résine proposés aujourd'hui sont beaucoup plus concentrés qu'à l'origine, et de ce fait beaucoup plus dangereux au point que de nouvelles pathologies apparaissent. On doit recommander ce livre à tous ceux et celles qui ont à faire face à ce terrible fléau, et aux éducateurs en charge des adolescents. Au moment où les autorités internationales s'interrogent sur l'opportunité de dépénaliser le cannabis, cet ouvrage a la pertinence que rien ne vient démentir devrait leur en montrer les risques et leur en rappeler les conduites antérieures de ceux qui ont eu à affronter ce fléau. Professeur Jean-Paul Tillement. Professeur émérite de pharmacologie. Membre de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie nationale de pharmacie. Avant-propos. L'histoire du cannabis est celle d'un éternel retour. Au fil des siècles, cannabis et cannabisme, sous des noms différents, surgissent dans les régions les plus lointaines du globe pour réapparaître à nouveau, imprévisibles, mais chaque fois plus redoutables. C'est cette histoire surprenante du cannabis que je souhaite présenter ici, faisant au passage justice à bien des mythes et même à quelques mystifications apportées au cours des âges sur ce sujet d'actualité immuable. La carte du chanvre. Faut-il le rappeler ? Le cannabis, sujet de ce livre, n'est rien d'autre qu'une variété particulière de chanvre, plante herbacée fort commune dans bien des régions, dont la nôtre, aisément reconnaissable à ses feuilles acérées découpées en 5 à 8 doigts, marquées de nervures de couleur verte foncée, disposées sur de hautes tiges droites et velues creuses à la section. Comme le houblon, le chanvre appartient à la famille des cannabinacées où sont recensées d'innombrables variétés en fonction du climat et des sols. Chanvre cultivé, Cannabis sativa, originaire des forêts équatoriales dont la hauteur peut atteindre plusieurs mètres. Ses effets sont, à vrai dire, plus euphorisants que narcotiques. Séanvre indien, Cannabis yondit salam, provenant des régions himalayennes du nord de l'Inde. Sa taille est plus limitée que le chanvre banal, mais il se caractérise surtout par ses effets psychotropes, modifiant le fonctionnement cérébral. Chanvre sauvage, Cannabis spontanea ou ruderalis, issu des régions de l'Europe de l'Est et de la Russie, de teneur restreinte en substances psychoactives. Chanvre afghan, Cannabis Kafiris tanica, provenant d'une région montagneuse d'Afghanistan, appelée Hindu Kush, terme qui signifierait en persan tueur d'Indiens. Bien des commentaires ont été faits à ce sujet. Notons simplement que cette variété de chanvre possède une teneur particulièrement riche en produits psychoactifs. Le plus important est de bien comprendre la différence qui existe entre le chanvre à fibres et le chanvre à résine. Dans cette variété, les pieds femelles, aux tiges longues et épaisses, sont dotés dans les feuilles et ses sommités plus que dans les graines, et la tige, d'une résine, le tétrahydrocannabinol, dont les effets singuliers sont connus depuis la plus haute antiquité. Euphorie étrange avec sensation de rêve éveillé, de rêve hédoniste, mot qui vient du grec hédon impliquant l'idée d'un plaisir intense. Cet effet hédoniste n'est pas dénué de risques, état stuporeux prolongé, complications cardio-respiratoires, voire insuffisance psychomotrice aiguë. Tout différent est le chanvre à fibres. Autrefois très utilisé dans l'industrie des textiles et des cordages, il demeure un produit de base dans des utilisations plus diverses qui n'ont aucune relation avec l'usage hédoniste du chanvre à résine. Production de papier bible et de billets de banque, mais aussi de cosmétiques, d'isolants, de litière animale, de produits d'alimentation et de biocarburants. Il entre de plus dans la composition de plusieurs matières plastiques.
On note qu'avec les problèmes de notre époque, et en particulier la hausse incessante du prix des hydrocarbures, la filière d'exploitation du chanvre a dans de nombreux pays trouvé un regain d'intérêt. Une anecdote célèbre relate qu'au début du XIXe siècle, le vice-roi d'Égypte, Méhémet Ali, voulant donner un nouvel essor à la flotte égyptienne, a voulu la doter des derniers perfectionnements techniques. De grandes quantités de semences de chanvre ont été importées d'Europe, mais à la surprise générale, en place de plants de chanvre à fibres, a surgi une haute et inquiétante futée de cannabis résine. Les racines profondes du cannabis. L'histoire du cannabis commence en Asie centrale, quelque part autour du lac Baïkal et des versants himalayens de l'Inde. La progression s'est faite rapidement vers l'ouest, d'abord vers les pays du Moyen-Orient, puis à la faveur des conquêtes arabes, vers la vallée du Nil et vers le Maghreb, puis progressant toujours plus vers l'est, vers l'ensemble du subcontinent indien et vers la Chine. Les appellations données dans les différents pays résument bien cette longue marche du cannabis. Le cannabis est bien connu de la Grèce antique. Son nom, cannabis, parcourt tout le bassin méditerranéen, devenant en Italie le canapa, en Espagne le cagnamo et en France le chanvre. Le mot y est attesté dans les textes du XIIe siècle. Plus au nord, après un mystérieux détour par la Russie, le cannabis prend le nom de amph chez les Germains, hemp chez les Anglais et ampa chez les Scandinaves. En Orient, c'est le hashish. Ce mot, qui a en arabe la signification initiale de fourrage ou plutôt d'herbe sèche, connaît par la suite une fortune singulière, désignant avec d'innombrables variantes la plante ou son produit, la plus usitée étant kif, mot qui qualifie l'idée de plaisir. Encore plus loin vers l'est, en Inde, on trouve d'autres noms, gang, chara, bang et plus loin en Chine, témoignant d'une observation botanique avisée, dama, ce qui signifie le grand chanvre. Le dernier avatar du cannabis est le nom que lui donne le monde occidental moderne, marijuana. Certains y voient le souvenir d'un couple d'amoureux et d'autres, plus réalistes, de trafiquants mexicains. Le cannabis est probablement l'une des plantes dont l'utilisation humaine est la plus anciennement avérée. Il est probable qu'il a été initialement récolté pour tisser ses fibres, mais qu'ensuite, ses propriétés singulières ont été cause d'utilisation religieuse ou thérapeutique. Par ailleurs, il est bien difficile de situer avec précision les débuts d'un usage véritablement hédoniste du chanvre. Sur tous les continents. Aux Indes. Il est important de préciser qu'aux Indes, contrairement à bien d'autres pays, l'utilisation hédoniste du chanvre semble avoir longtemps précédé son utilisation textile. Le cannabis est mentionné dans les textes les plus anciens de la mythologie indienne. C'est la boisson préférée d'Indra, le plus puissant des dieux védiques, le porteur de foudre adoré par les castes guerrières. La tradition fait du cannabis la plante qui donne le sentiment de l'éternité, accompagnement rituel, nous le verrons plus loin, dans les récits de voyageurs, des fêtes religieuses. Les effets catatoniques de l'intoxication cannabinique aiguë ont de tout temps été utilisés aux Indes, à des fins spectaculaires par les fakirs, ascètes mystiques proches des derviches persans. Jusqu'à une date récente, les traités de médecine indienne traditionnelle mentionnent le cannabis dans une large gamme d'indications thérapeutiques. En Chine, l'utilisation textile du chanvre est attestée dès la plus haute antiquité, mais rien n'est certain en ce qui concerne son utilisation hédoniste. Certes, la tradition crédite le mythique empereur Shen Nung d'avoir, dès le IIIe millénaire avant Jésus-Christ, fait référence au cannabis dans les indications les plus diverses. Goutte, rhumatisme, paludisme et ce qui peut mettre sur la piste de l'hédonisme, divers troubles de la mémoire et de la personnalité dont le détail n'est pas précisé. Beaucoup plus près de notre époque, les traités de pharmacologie attribués à l'empereur mythique Shen Nung datés de 300 ans avant Jésus-Christ à 200 de notre ère contiennent de multiples références au cannabis, l'élixir de vie. Certes, est attesté de longue date en Extrême-Orient, l'utilisation de pipes à eau, appelée bong, mais la question de l'antériorité du cannabis par rapport à l'opium reste encore controversée. C'est dire l'importance des découvertes faites très récemment, en 2008, par un membre de l'Institut de botanique de l'Académie des sciences de Chine, Ethan Berusso. Les fouilles ont été conduites dans le Xinjiang, région proche de la Mongolie, à Turfan, centre d'une oasis fertile, et dans le passé, étape importante de la mythique route de la soie. Sur cet emplacement a été découvert, il y a quelques années,
par des paysans qui labouraient un champ, un vaste cimetière renfermant de nombreuses tombes de la civilisation Gushi. Dans une de ces tombes, datée de 2700 avant Jésus-Christ, ont été conservés, en parfait état en raison des conditions climatiques extrêmes de la région, les restes d'un homme d'une cinquantaine d'années, vraisemblablement chaman, prêtre sorcier dans la tradition chinoise, un haut dignitaire à en juger par ses habits et tout son équipement, arc, flèche, harpe et bride de cheval. Une étude détaillée des vestiges découverts dans la tombe a pu être effectuée par l'équipe d'Ethan Russo. Près du chaman se trouvait un sac de cuir avec un bol en bois contenant près de 800 grammes de matière végétale primitivement identifiée comme de la coriandre. Quel n'a pas été l'étonnement des chercheurs lorsque les Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.